Là, nous sommes ravis de vous revoir aux Utopiales. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, c'est pour parler du temps. C'est la problématique de l'édition cette année. Et on va attaquer d'entrée en vous demandant qu'est-ce qui rend légitime de s'interroger sur le temps. Comment penser le temps? Bonsoir à toutes et à tous. Vous commencez fort, mais vous posez une question qui m'intéresse en effet, c'est de savoir qui est légitime à parler du temps, puisqu'en fait tout le monde en parle, et d'ailleurs j'ai écouté les exposés de tout à l'heure de certaines personnes, et le mot temps, il est utilisé sans jamais être vraiment interrogé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle le temps. En fait, on peut en parler sans l'avoir jamais défini. Et la question qui est posée, c'est finalement... qui est légitime à parler du temps? Est-ce que ce sont les philosophes qui ont construit des doctrines sur le temps? Il y en a beaucoup. Est-ce que ce sont les physiciens qui ont fait un paramètre très important de la physique moderne à partir de Galilée et surtout de Newton? Est-ce que c'est nous, par notre façon de dire, qui approchons de sa vérité? Est-ce que ce sont les historiens qui racontent la suite des événements? Enfin voilà une question assez difficile en fait. Et d'ailleurs, elle n'est jamais résolue, puisque quand on organise un colloque sur le temps, notamment, on l'a beaucoup fait en l'an 2000, je ne sais pas pourquoi, en l'an 2000, il y a eu 257 colloques sur le temps en France, et c'était toujours le même plan. On fait d'abord parler un philosophe, puis un cosmologiste, puis un géologue, puis un biologiste, puis un psychologue. Et ensuite, on essaie de faire une synthèse qui, évidemment, n'a jamais lieu, puisque chacun a parlé non pas du temps même, mais de la temporalité des phénomènes de sa propre discipline. Et donc la question que vous posez, je crois que c'est la plus difficile, mais comme le sujet de ces utopiales c'est le temps, il faut quand même l'aborder un peu. Et moi je pense que le réflexe qu'on a toujours quand on pose cette question, c'est de dire mais finalement le temps c'est une affaire de philosophe. Le temps c'est un concept, il a été pensé, il a été inséré dans des systèmes plus ou moins élaborés, parfois très cohérents, donc très convaincants. Et donc on se dit, mais finalement les philosophes sont ceux qui ont le plus réfléchi au temps, et d'ailleurs le mot temps est apparu chez les philosophes bien avant d'apparaître chez les physiciens. Et donc on se dit, ben voilà, on va suivre cette pente, celle de la philosophie. Et c'est tout à fait légitime, sauf que ça pose assez rapidement une difficulté, qui est que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Et donc il faut faire des choix. Qui on va choisir comme philosophe? Il y en a qui vont vous dire que le temps, c'est la furtivité, c'est l'évanescence. D'autres qui vont dire qu'au contraire, c'est une sorte d'arène intemporelle qui accueille la suite des événements. Il y en a qui vous disent que le temps dépend de la conscience. D'autres qui vous disent qu'au contraire, c'est un être physique qui ne dépend pas de la conscience. D'autres vous disent que le temps est une fabrication culturelle, qui d'ailleurs n'existe pas dans toutes les cultures, ni dans toutes les civilisations. Les Chinois, par exemple, la Chine n'a pas pensé le temps comme nous. Elle a pensé la temporalité, mais sans invoquer un paramètre abstrait qui serait le temps auquel on pourrait rapporter la suite des événements. D'autres vont dire que c'est une fabrication presque psychique, quelque chose qu'on fabrique par la structure même de notre cerveau et qu'on projette sur le monde. Bref, et c'est normal, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Et donc si vous dites ce sont les philosophes qui sont légitimes à la part du temps, il faudra faire des choix. Et selon quels critères vous les ferez? Est-ce que c'est la cohérence du système proposé? Est-ce que c'est l'auteur qui a plus de prestige que les autres? Est-ce que c'est l'élégance de sa formulation? Est-ce que... Bref. Et donc, ça c'est la première difficulté. Il y a une seconde qui est corrélative de la première d'ailleurs, c'est que, en fait, le temps est une question, ça a été remarqué par Francis Wolff par exemple, c'est une question qui plie l'histoire de la philosophie. Il y a tout un camp de doctrines qu'on appelle les philosophies de la conscience, qui disent que finalement le temps est une notion qui dépend de la présence d'un sujet. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui raconte le passage du temps pour que l'idée de temps prenne sens. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est rien avec le sujet, c'est indépendant de l'observateur, c'est une entité objective qui déploie simplement des chronologies. Par exemple, si je dis Newton est né avant Einstein, je prononce une phrase qui fait référence au temps, mais qui a une valeur de vérité qui est indépendante du moment où je la dis. Donc, il est vrai aujourd'hui que Newton est né avant Einstein,
je pourrais répéter la phrase demain, elle sera toujours aussi vraie, etc. Et donc c'est une phrase qui est vraie, quel que soit le moment où on l'a dit. À condition énorme de la dire après la naissance d'Einstein, mais on a de la marge. En revanche, si je dis aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait beau, c'est-à-dire je prends comme référence de mon discours, non pas une chronologie entre événements passés, mais le présent. Aujourd'hui il fait beau. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, oui. Il fait beau, mais si je dis la même phrase demain, elle peut être fausse, il fait mauvais. Et donc la valeur de vérité de mon discours dépend du moment où je dis la phrase. Il y a tout un débat chez les philosophes sur la question de savoir si toutes les propositions qu'on fait à propos du temps peuvent être amenées à des chronologies, ou s'il faut en plus mettre en scène un observateur qui dit « pour moi c'est le présent ». Vous voyez que c'est une question qui, par exemple, se retrouve quand vous racontez, par exemple, la genèse de la Terre, quand vous racontez comment s'est formée la Terre, ou comment la vie est apparue sur Terre, vous racontez une suite d'événements dans laquelle il n'y a jamais la présence d'un sujet. Vous racontez une suite d'événements. Par contre, quand vous racontez vos vacances, vous mettez vous-même en scène. Et donc ça crée une différence dans la façon de raconter l'histoire qui renvoie tantôt aux doctrines de la conscience, comme on dit, ou aux doctrines du concept, comme on les appelle aussi. C'est un peu compliqué, mais vous voyez que déjà, quand on dit le temps dépend de la conscience. Il y a beaucoup de philosophies qui expliquent cela. Saint-Augustin, le premier. Ensuite, il y a eu Kant. Kant dit que le temps est le produit d'une grille de lecture qui est en nous et que nous projetons sur le monde. Il y a toutes sortes de façons de corréler le temps à la conscience. D'ailleurs, on parle de philosophie corrélationniste. Et encore une fois, elles sont très convaincantes et vous avez le droit d'y adhérer sans réserve. Mais, il y a quand même un petit problème qui apparaît, qui est que on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des physiciens du XXe siècle essentiellement, que l'univers a une histoire, il a un âge, il a au moins 13,7 milliards d'années. La Terre est là depuis quelques milliards d'années, le Soleil aussi. La vie est apparue il y a quelques milliards d'années elle aussi, un peu plus tard que la Terre. Et puis l'humain, l'homme, l'homo, disons, il est là depuis 2 ou 3 millions d'années. Ça, ce sont des faits. Des faits qu'on a du mal à contester. Ça veut dire que si le temps dépend de la conscience, alors on tombe sur un paradoxe terrible qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui dit si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer, comment a-t-il pu passer avant qu'apparaisse le premier observateur? Autrement dit, si les sujets conscients que nous sommes sont des productions historiques, comment le temps a-t-il pu passer pour produire ces productions historiques sans qu'elles soient là pour le faire passer? C'est une sorte de paradoxe logique. Assez grave quand même, au point que certains disent qu'il est tellement grave qu'on ne peut pas accepter l'idée que le temps dépend exclusivement de la conscience. Et donc on va vers une autre pente qui est de dire le temps c'est un être physique. Un être physique qui n'a pas besoin d'observateurs conscients pour exister et pour passer. Sauf que si vous allez vers cette pente, vous tombez sur un autre problème qui est que les physiciens, qui sont les premiers à considérer que le temps est un paramètre physique, n'ont pas identifié à ce jour le moteur du temps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dire d'où vient qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent. Autrement dit, ils ne savent pas dire d'où vient que le temps n'est pas comme de l'espace. Il y a dans le temps une dynamique par laquelle vous êtes empêché de rester présent au même instant présent, alors que vous pouvez rester présent à votre même position, à une même position dans l'espace, ce qui est d'ailleurs ce que vous faites en ce moment. Et donc il y a une dynamique cachée dans le temps dont le moteur n'est pas explicité. Alors on prend acte du fait qu'il y a un moteur, on met une flèche sur l'axe des temps, on met une flèche, on dit cette flèche elle est là pour dire qu'il y a un moteur. Mais on n'a pas identifié le moteur. Conclusion, si vous dites ce sont les philosophes qui sont légitimes à parler du temps, vous tombez, si vous considérez que le temps dépend de la conscience, sur une difficulté énorme, et si vous considérez que le temps ne dépend pas de la conscience, vous tombez sur un problème énorme. Donc la question n'est pas encore réglée ici. Elle est même